Dans son dernier livre, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco nous met en garde contre ce qu'elle appelle les dérives identitaires, c'est-à-dire la tentation d'exclure l'autre sous prétexte de mener un combat juste pour sa minorité, pour son identité, en excluant l'autre sous prétexte de mener un combat juste. Le titre m'apparaissait intéressant comme une référence directe à l'œuvre de Paul Ricoeur. Et le sous-titre du livre, c'est « Essai sur les dérives identitaires ». Donc, essai sur les dérives des indigénistes, des décolonialistes et de l'ultra-féminisme en tant que féminisme extrême, en tant que confiscation de pensée. Donc c'est un problème intéressant et je sais que Roudinesco est quelqu'un de mesuré et qu'elle allait savoir traiter le problème d'une manière intelligente, calme et propice. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce livre. Le titre « Soi-même comme un roi » traduit ce que Roudinesco appelle le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens ont tendance à s'arc-bouter sur leur communauté, une société communautariste, aux dépens de l'universel. C'est le contraire de la promesse de Paul Ricoeur, soi-même comme un autre, qui dit que le décentrement de soi est la clé pour comprendre l'univers et pour aller vers les autres. Et c'est cette dérive et ce retournement, ce renversement de perspective à nos dépens, aux dépens de la compréhension des uns et des autres, aux dépens de la compréhension de la littérature et de l'art, que voulait dénoncer Roudinesco. Roudinesco qui est une femme féministe première génération, je dirais, féministe à la Gisèle Halimi, à la Simone de Beauvoir, un peu opposée à ce que devient le féminisme d'une Caroline de Haas ou le féminisme d'une Alice Goffin. Ce que cherche à montrer Roudinesco dans son livre, c'est la trahison de la deuxième génération de féministes vis-à-vis de la première. Cette deuxième génération de féministes a renoncé à tirer les enseignements de cette première génération et ne cesse de tirer à balles réelles sur cette première génération. Donc il y a vraiment un conflit de génération aussi. C'est ça qu'elle traite. Et l'idée de Roudinesco, c'est de revenir à un regard universel. C'est qu'un homme peut très bien comprendre une femme peut très bien comprendre un homme, un noir peut très bien comprendre un blanc, et un blanc peut très bien comprendre un noir. Et c'est toute l'idée du livre, c'est que justement, en se décentrant, on peut réussir à atteindre l'universel. Ce à quoi le livre m'a fait penser, c'est cette citation de Terence que Montaigne reprend dans ses essais. « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et justement, je pense qu'en termes de littérature, en termes d'art, il n'y a pas de frontières, et qu'on peut tout à fait être légitime à parler de la condition ou des expériences intérieures de quelqu'un qu'on n'est pas. La cancel culture, c'est l'idée de revisiter l'histoire à travers le prisme moderne et de déboulonner, de casser, de détruire notre passé pour vivre dans un présent qui nous convient mieux et qui soit moins agressif vis-à-vis de notre communauté. Et elle dit qu'on ne peut pas construire une modernité et un récit pour notre futur en déboulonnant le passé, en tournant le dos au passé. Et elle cite une phrase de Alain Mabankou, qui est un auteur franco-congolais. « Si l'on déboulonne une statue qui rappelle quelque chose d'horrible et d'injuste, comment donnerais-je à mon fils un regard sur cet événement ?» On m'avait demandé, il y a quelque temps, s'il fallait modifier Tintin au Congo parce que l'œuvre était jugée trop coloniale et caricaturant les autochtones. Non, il faut poser un regard objectif sur ce temps colonial. Moi, j'ai besoin de lire le Code noir, tout comme je dois lire Mein Kampf pour mieux affûter les raisons de mon indignation. La lecture de l'histoire ne doit pas être guidée par l'émotion. Donc cette phrase de Mabankou montre bien que pour avoir un rapport sain à notre futur, il ne faut pas déboulonner les statues, il faut poser un regard objectif sur l'histoire tout en assumant les contradictions, les critiques. Et ce que fait Roudinesco aussi, c'est qu'elle réhabilite des gens comme Ricoeur, Foucault, Derrida, donc toutes les personnes qui ont porté la French Theory, dont se réclament aujourd'hui les universitaires américains. Elle dit que les dérives identitaires qui se réclament de la French Theory, des penseurs comme Derrida, donc la déconstruction, ou Foucault, pervertissent, corrompent un peu le message originel. Elle parle de tout ce qu'on appelle les subaltern studies, le fait de parler des gens d'en bas, des invisibles, de ceux dont on ne parlait pas, que les batailles se gagnent aussi par les petits, que l'histoire charrie un tas de récits qui ne sont pas seulement ceux des grands personnages, mais qu'elle concerne tout le monde. Et Foucault, Derrida avaient repris ce principe des subaltern studies, montre que ces personnes de la French Theory avaient déjà compris qu'il fallait traiter l'histoire autrement et qu'il fallait s'intéresser au fleuve souterrain de l'histoire, qui était trop souvent négligé dans l'histoire d'en haut, telle qu'on la faisait au XIXe siècle. Et ce que fait Roudinesco, c'est qu'elle montre bien que les dérives identitaires n'ont pas que des limites, elles ont aussi quelque chose de positif. C'est positif de réhabiliter les femmes, c'est positif que les femmes aient plus de droits. Qui pourrait dire le contraire? On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord, mais ça ne peut pas se faire aux dépens de l'universalisme, et c'est pas en abaissant l'homme et l'adversaire qu'on va construire une modernité et quelque chose de sain. La cancel culture, c'est l'idée qu'on doit
revisiter complètement l'histoire pour qu'elle ne froisse pas certaines communautés et qu'on a trop souvent été les victimes d'un héritage blanc, colonial, hétérocentré, phallocentré, comme disent la nouvelle génération de féministes, et qu'il faut raconter l'histoire autrement en désoccidentalisant l'histoire. Roudinesco comprend qu'on doit apporter un autre regard sur l'histoire et qu'il faut aussi faire la part belle à tous ces gens qu'on a trop longtemps ignorés, mais tempère en rappelant que cette nouvelle histoire ne se fera pas aux dépens de l'universel et qu'on est tout à fait légitime à parler des femmes si on est un homme, des noirs si on est un blanc. Le boomerang est anglo-saxon, la main qu'il a lancée est française. Donc pour Bruckner, il y a une vraie responsabilité des penseurs comme Foucault-Derrida dans cette dérive identitaire des universités américaines. Pour Roudinesco, au contraire, ces penseurs comme Derrida n'avaient jamais perdu de vue l'horizon universaliste. Le livre de Roudinesco n'est pas une réponse au livre de Pascal Bruckner, Un coupable presque parfait. Roudinesco adopte un point de vue assez inverse vis-à-vis des penseurs de la French Theory. Pour Bruckner, les principaux responsables de cette dérive identitaire des décoloniaux, des indigénistes, c'est les penseurs de la French Theory. Pour Roudinesco, au contraire, c'est une dérive de cette pensée, donc c'est une pensée abattardie ou une pensée déviante de ces théoriciens qui est à la racine de ces névroses identitaires et ce narcissisme des petites différences. Donc la grande opposition entre le livre de Bruckner et de Roudinesco, c'est la vision de ces penseurs des années 70. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces identity politics ont donné lieu à tout un ensemble d'appellations dont on a tous entendu parler, cisgenre, cisnormé, hétéronormé. Alors, Roudinesco fait le pari un peu dangereux de vouloir les expliquer et d'en donner une vision claire. Donc, je pense que c'est pas la partie la plus intéressante du livre. La partie la plus intéressante du livre, c'est la dernière partie, quand elle s'intéresse à des auteurs comme Abankou ou des gens comme ça qui ont été victimes dans leur histoire familiale du colonialisme et qui proposent pourtant une vision plus apaisée. Et elle parle aussi de ce que Benjamin Stora appelle la mémoire du refus en France, c'est-à-dire tous ces gens qui se sont opposés au regard machiste, tous ces gens qui sont opposés au colonialisme dans leur temps, ce qui était beaucoup plus courageux que de le faire maintenant. Des gens comme Sartre et des gens comme Ricoeur se sont opposés à ces choses-là en leur temps, et cette mémoire du refus, comme dirait Benjamin Stora, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas été, même au 19e, un machiste, colonialiste, et que certains penseurs se sont déjà opposés à ça. C'est montrer non pas qu'il faut condamner tout ce qui s'est passé avant les années 70 et la naissance de ces identity politics, mais montrer comment ces identity politics, les outils théoriques et conceptuels qu'ils mettent en branle, qu'ils mettent en œuvre, ont été forgés par des penseurs, et notamment par des penseurs français comme Foucault et Derrida. Et ce que dit aussi Roudinesco, c'est qu'il y a un vrai paradoxe. Par exemple, on a tous lu Surveiller et punir de Foucault, il parle de la mise en place d'une société de la surveillance de tous par tous, avec une espèce de panoptique. C'est-à-dire qu'une société où tout le monde serait visible par l'autorité centrale, un truc un peu kafkaïen. Et il y a une auteure américaine qui s'appelle Laure Campbell qui propose de filmer tous les ébats amoureux, justement, pour pouvoir les montrer devant un juge si l'homme fait montre de violence. Donc en fait, les outils forgés par des gens comme Foucault se retournent contre nous-mêmes, mais au service du bien. C'est ce que Monterland appelle le démon du bien, c'est-à-dire que pour le bien, on est prêt à faire des choses horribles, on est prêt à rogner sur toutes les libertés. Et donc ça, Roudinesco s'y oppose fermement. Roudinesco ne dit pas qu'il faut cesser de lutter contre le racisme, le machisme, là où il se trouve, et c'est tout à fait salutaire de le faire aujourd'hui. Elle dit que cette lutte ne doit pas donner lieu à certaines dérives. Par exemple, en 2017, il y a une manifestation contre Trump et une femme blanche a été refoulée par la foule sous prétexte qu'elle faisait partie d'un système de domination. Donc, au nom de la défense des minorités, on peut aussi faire preuve de discrimination, on peut aussi faire preuve d'un esprit étroit. Je ne sais pas si le livre de Roudinesco nous aide à penser comme un autre. Je ne sais pas si c'est son propos. En revanche, je pense, à titre personnel et en tant que lecteur assidu, je pense qu'il ne faut pas renoncer à sortir de soi. Il y a un livre de Martha Nussbaum qui parle je crois qu'il s'appelle « Que peut la littérature ?» Et elle parle de deux choses, de deux types de connaissances que peut nous apporter la littérature. Elle parle d'une connaissance verticale, c'est-à-dire qu'on peut mieux se connaître soi-même en lisant, même en explorant un cinéma, des grands films, des grandes œuvres. Et elle parle aussi d'une connaissance horizontale. C'est-à-dire que grâce à la littérature, on peut arriver à avoir un aperçu du destin de gens qui n'ont rien à voir avec nous. Quand on lit du Dickens, quand on lit du Proust, on a un aperçu de la manière de vivre des gens à la Belle Époque, on a un aperçu de leur vie intérieure. Et ça, seul l'art peut le permettre. Voilà pourquoi sortir de soi est essentiel pour avoir une connaissance approfondie du monde et de se décentrer. La pensée des Lumières, pour Roudinesco, c'est un remède. Ça montre bien qu'il ne faut pas renoncer à enquêter sur notre époque et à en montrer les côtés sombres,
mais c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans un discours d'oppression. Et elle clôt, alors justement, je vais vous lire la conclusion du livre de Roudinesco. Chacun peut librement cultiver son identité à condition de ne pas prétendre ériger celle-ci en principe de domination. Donc ça, c'est la conclusion du livre de Roudinesco. Donc elle montre bien que on peut très bien faire partie d'une minorité américaine, une minorité, une femme, et que revisiter l'histoire de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est intéressant de voir le mansplaining, le male gaze, c'est-à-dire de relire les films à l'aune du regard masculin sur les femmes. On s'est posé la question, il n'y a pas longtemps, de rééditer Bagatelle pour un massacre de Céline. On se pose la question souvent, est-ce qu'il faut remettre Drieux? Mais moi, ça m'intéresse, pour justement, comme le dirait Mamankou, affûter les raisons de mon indignation. Et pour comprendre comment la mécanique hitlérienne a pu conquérir le Reich. Je pense que c'est une démarche historique. Ce que dit Mabankou, c'est aussi que la lecture de l'histoire ne doit pas être guidée par l'émotion. Et c'est essentiel pour chacun de se replonger, même dans les moments noirs. Et de relire, si besoin, des œuvres qui ont fait du mal, pour les comprendre, pour comprendre ce qui nous est arrivé. Et de ne pas tourner le dos à ça. Même si c'est dur. Même si c'est dur et même si c'est pas agréable. Une société s'enrichit des identités qui la composent, et ça, Roudinesco est très clair là-dessus. Par contre, quand on institue son identité en principe de domination, ce qu'on risque, c'est que les autres se crispent sur l'identité et qu'il n'y ait plus de dialogue entre ces différentes communautés qui composent l'espace social. Donc plutôt que de revendiquer son identité, de revendiquer son mode de vie comme un fétiche, il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la différence pour que le dialogue social puisse opérer. C'est tout l'enjeu du livre de Roudinesco. C'est un remède à la crispation identitaire. La solution, c'est l'universalisme, c'est le fait qu'on puisse justement sortir de soi et revenir à cette magnifique formule de Ricoeur, soi-même comme un autre. C'est-à-dire que je suis capable, moi, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour avoir une empathie et comprendre son mode de vie, donc soit en l'écoutant, soit en regardant un film sur une certaine cause ou un livre.